Bonjour et bienvenue à ce live qui est donc dédié à l'immigration au Canada. On est aujourd'hui accompagné de Dalia et Amanda du cabinet d'avocats Nadia Barou vont répondre à vos questions aujourd'hui. Juste avant ça, je vous refais le petit point sur qui on est, qui c'est pvtist.net. Donc on est un site internet qui vous informe gratuitement depuis 20 ans maintenant. On est présent sur plein de plateformes, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur X, sur TikTok, sur Pinterest, sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour pas manquer justement ce genre d'événements et aussi plein d'autres informations hyper importantes et les dernières actualités. On a aussi une application mobile que je vous invite à télécharger pour notamment faire des checklists sur vos destinations, pour rien oublier en vous présentant à l'immigration, et puis à simuler votre budget pour savoir combien il vous faut avant de partir dans toutes les destinations du PVT selon le voyage que vous voulez effectuer. Sur pvtist.net, vous pouvez aussi télécharger le guide des PVTistes Canada, que vous partiez au Canada en PVT ou avec un autre statut. Dans les deux cas, vous aurez plein d'informations hyper importantes que vous pourrez réutiliser. Et puis enfin sur le site, nous avons plein de bons plans qui vont pouvoir vous aider notamment à l'achat du billet d'avion, lorsque vous ouvrirez votre compte bancaire, votre forfait de téléphone, etc. Donc ne passez pas à côté de ces réductions-là. On vous propose aussi des événements. Donc là, on est sur un live dédié à l'immigration. Mais ce soir, on a des rencontres PVTistes pour les personnes qui sont à Montréal en ce moment. Ils peuvent se retrouver dans un bar. Demain après-midi, on est physiquement à Rennes pour le forum Partir à l'étranger. Vous pourrez nous poser des questions. Le 5 novembre, on est à Lyon pour un salon qui est dédié au Canada aussi. Donc ça peut intéresser les personnes qui sont autour. Le 5 novembre, toujours à 18h, on est en live, mais sur Instagram cette fois. Et on proposera le traditionnel live questions-réponses sur toutes les destinations du PVT et sur tous les différents permis pour aller au Canada. Donc, vous pourrez aussi là poser d'autres questions. Et enfin, le 12 novembre, on est à Lille physiquement, dans un salon aussi dédié au Canada. Donc, qui pourrait intéresser les gens plutôt dans le nord cette fois. Vous pouvez retrouver toute la liste de nos événements et des replays comme celui-ci sur le site et tapez juste PVTiste événements et vous allez tomber dessus. Juste avant de répondre à vos questions, je vais laisser les filles se présenter, présenter le cabinet et leur rôle. Super. Merci beaucoup, Lucille. Donc, pour ma part, je m'appelle Dalia Portillo. Je suis consultante en immigration au cabinet de Maître Barou et je suis accompagnée de Amanda Panunzio, qui est également consultante au cabinet. Donc, on fait toute partie de l'équipe de Maître Barou, donc le cabinet d'avocats et de consultants Nadia Barou. Donc, petite mise en garde, la façon dont on va vous répondre aujourd'hui, c'est vraiment en fonction des lois, des règlements qui sont actuellement en vigueur. Gardez présent que l'immigration change rapidement, continuellement, toujours. Donc, si vous êtes sur le point de soumettre une demande ou que vous êtes en préparation, avant même de la soumettre, allez sur les sites Internet du gouvernement, vérifiez que la procédure est toujours la bonne, qu'il n'y a rien qui a changé. Assurez-vous que les formulaires sont à jour. Donc, vraiment, juste prenez le temps de vous assurer que tout est correct avant la soumission de votre demande et pas juste se fier à ce que nous, on va vous dire ou répondre aujourd'hui, parce qu'à nouveau, en immigration, ça change rapidement. Euh, Aussi, donc, tel que dit, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est en fonction d'aujourd'hui. On va essayer de vous répondre de façon générale pour pouvoir répondre en même temps à plusieurs personnes. Donc, si vous avez un cas de figure très précis, il se peut fortement qu'on vous recommande de prendre une consultation puisque on est en ligne sur les réseaux. Donc, pour une question de confidentialité, on ne veut pas exposer toute votre vie. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours céduler une consultation avec le cabinet. Voilà. Ah, Lucille, on t'entend pas. Désolée. Au micro. Pardon. Merci. Donc, on va pouvoir passer à la première question. On nous dit: «Bonjour, j'ai actuellement 35 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis oula, c'est très précis. Je suis conducteur de train voyageur en France. Ma famille et moi souhaiterions immigrer au Canada, plus précisément au Québec. Quelle serait la meilleure option pour entamer les démarches et pour un départ d'ici 2 ou 3 ans?» Alors, c'est une question très précise en effet. Donc,
Idéalement, alors pour immigrer, il existe différentes façons d'immigrer, que ce soit de façon permanente ou peut-être de façon temporaire en premier pour éventuellement basculer sur une résidence permanente. Donc, c'est un peu difficile de vous répondre juste comme ça, puisqu'on doit vraiment vérifier vos expériences de travail, les études, voir si vous êtes admissible à X programme ou si l'autre est mieux, voir si peut-être votre épouse, elle est admissible à un programme plus qu'un autre. Donc, il y a beaucoup de vérifications à faire. Je sais qu'avec PVTIS, on a fait une conférence il y a peut-être 1 ou 2 semaines où on explique comment immigrer au Canada de façon permanente. Donc, vous pouvez aller revoir cette vidéo. Peut-être vous allez trouver des petites pistes. Mais sinon, je vous recommande plutôt de prévoir une consultation pour qu'on puisse vraiment creuser et voir qu'est-ce qui est mieux selon votre profil et votre situation. En deuxième question, on a une demande, tac, 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 une demande de réexamen pour un refus de CSQ permet-elle de demander un PTOT? Alors, je vais répondre à cette question. Le PTOT, si on parle du permis de travail ouvert transitoire, un candidat peut déposer ce permis seulement une fois qu'il est rendu à sa demande de résidence permanente. Donc, spécifiquement, après le dépôt de la demande de résidence permanente, mais seulement une fois que l'accusé de réception de sa demande a été reçu, car c'est un document obligatoire. Donc, une demande de réexamen pour un refus de CSQ, est-ce qu'on peut déposer le PTOT à ce moment-là? Non, pas si la demande de résidence permanente n'est pas encore déposée. Donc, j'espère que ça répond à la question. On nous demande ensuite: «Bonjour, j'ai 43 ans, je suis mécanicien dépanneur en France. Je souhaiterais avec ma femme et mes 4 enfants vivre à Saint-Georges dans la région de Chaudière-Appalaches. J'ai rempli une demande sur Arima et postule également sur Indeed. Est-ce qu'il y a d'autres démarches à effectuer ou un autre site de recherche d'emploi?» Alors, Arima, ça serait pour passer via le programme de sélection de travailleurs qualifiés. Donc là, on parle de résidence permanente. Donc ça, c'est selon les rondes d'invitation, selon les volets, savoir si on est admissible, si on a une chance, si on reçoit une invitation. Donc ça, on va le mettre de côté. Pour trouver un employeur, il n'y a pas juste Indeed, il y a différentes plateformes, Emploi Québec, il y a Guichet Emploi, Job Bank. Donc, il n'y a pas qu'une seule plateforme. Et sinon, ben, peut-être participer justement aux événements de PVTIS. Des fois, il y a aussi des entreprises. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la liste d'événements de PVTIS pour voir c'est quoi les conférences auxquelles PVTIS participera et après voir quels sont les autres kiosques à côté. D'autres démarches à effectuer, ben là, ça serait question de voir à nouveau quelles sont les autres possibilités, études, si on est marié, est-ce que l'épouse a d'autres options? Donc, à nouveau, je crois que dans ce cas-là, ça serait préférable de peut-être prévoir une consultation pour qu'on aille creuser et voir quelle est la meilleure stratégie. Merci. Après, on a: «Bonjour». Ah, pardon, ça a bougé. «Bonjour, quels sont les documents nécessaires pour faire une demande de PTO pour le conjoint?» Alors, normalement, lorsqu'on prépare une demande de permis de travail ouvert en ligne ou en papier, on a une liste de contrôle. Donc, la liste de contrôle, normalement, a tous les documents. Cependant, juste pour vous donner quelques documents, lorsqu'on parle d'un PTO conjoint, il faut évidemment démontrer la relation. Donc, si vous êtes conjoint de fait, pouvoir démontrer que vous avez vécu ensemble pendant 1 an continu. Et si vous êtes marié, avoir le certificat de mariage, l'acte de mariage. En plus de ça, il faut joindre normalement 3 fiches de paye. Donc, ça équivaut à 6 semaines de travail du conjoint pour démontrer qu'il occupe un poste qui est autorisé à vous donner un permis de travail ouvert. Parce que c'est seulement certaines professions, certains types de postes que le conjoint occupe qui donnerait accès à un permis de travail ouvert au conjoint qui accompagne. Donc, il y a ça. On suggère aussi ajouter une attestation de travail du conjoint en plus avec les fiches de paye. Quoi d'autre?
Dalia, La copie du permis. oui, la copie de son permis, bien évidemment son passeport aussi, votre passeport également. Et c'est Alors les documents là qui viennent. je vais peut-être pousser la chose. Ouais. C'est juste parce que j'ai vu passer un cas similaire où l'agent avait refusé parce il n'était pas convaincu que la personne était bel et bien à l'emploi salarié. Donc, en plus des fiches de salaire, peut-être même un relevé bancaire juste pour démontrer, vous voyez, le salaire est bien rentré dans mon compte de banque. Je travaille pour l'entreprise avec l'attestation de travail en plus. C'est ça. Et puis, à part ça, bon, il y a bien sûr le formulaire de demande à remplir, puis tous d'autres documents que vous jugez nécessaires pour compléter votre dossier, bien évidemment. Une lettre explicative aussi, si nécessaire. Et c'est ça. C'est pas mal Les ça. documents essentiels, après, vous pouvez rajouter tout autre document. Super, merci. Quels sont les avantages d'un permis d'études par rapport à une fiche visiteur pour des enfants qui sont en secondaire? Si on passe un permis d'études, faut-il apporter la preuve d'un fonds pour un enfant mineur ou pour toute la famille? Alors, pour la première partie de la question, il est vrai que quelques enfants mineurs peuvent, s'ils sont déjà au Canada, juste demander une fiche visiteur et ils peuvent étudier pour tout ce qui est primaire et secondaire. Si on est d'origine d'un pays où il est nécessaire d'avoir un visa pour se rendre au Canada, si on est à l'étranger, il faut absolument faire la demande de permis d'études pour les enfants mineurs. Si on a la possibilité de choisir un ou l'autre, si on est au primaire, réalisé avec la fiche visiteur, ça sera plus simple. Si on est, par exemple, si l'enfant est rendu secondaire 5, j'aurais tendance à aller avec le permis d'études parce que du moment qu'il va vouloir basculer au niveau collégial, ça sera plus simple pour avoir le statut implicite entre les deux. Donc, c'est juste à cause de ça que j'aurais tendance à aller avec un permis d'études pour tout ce qui est fin des études secondaires. Puis pour la deuxième partie de la question par rapport au fonds, je vous dirais que ça dépend de l'enfant est accompagné de qui, comment est faite la demande des parents et tout. Mais juste par précaution, j'aurais tendance à aller avec des fonds nécessaires pour toute la famille. Juste par précaution. Parce qu'on est toujours mieux de démontrer à l'agent qu'on a au-delà de ce qui est exigé. Je comprends. Bonjour, je suis travailleur étranger temporaire avec une offre d'emploi validée au Québec pour le poste de marchandise de nuit, donc CNP 65-102. J'ai 8 ans d'expérience dans la grande distribution au Sénégal, mais je ne possède pas de diplôme. Est-ce que je peux être admissible au programme de sélection des travailleurs qualifiés, donc le PSTQ, volet 2? Sinon, quelle démarche me conseillez-vous pour renforcer mon dossier? Alors, pour le volet 2, il est nécessaire d'avoir un diplôme spécifique. Alors, je vais juste réouvrir le petit lien. Donc, si on n'a pas de diplôme du tout, ben, on n'est même pas, c'est ça, il demande au minimum des études secondaires, au minimum. Donc, si on n'a même pas un diplôme secondaire, on n'est pas admissible au volet 2 du PSTQ. Et à ce moment-là, ben, il faut voir quelles sont les autres options. Donc, c'est mieux de le faire dans le cadre d'une consultation. D'accord. Bonjour, actuellement dans les papiers pour étudier au CE-GEP, pour un DEC, on me dit que ma femme n'est plus éligible au permis de travail ouvert depuis janvier 2025. C'est quand même assez rude et illogique si on y va pour y vivre. Il n'y a pas de question du coup. Ouais. C'est les changements de loi, en fait. Avant, tout conjoint pouvait accompagner son conjoint au Canada lorsqu'il complétait ses études, niveau collégial comme universitaire. Et là, ce n'est plus aussi facile pour avoir les conjoints au Canada. Donc, c'est vraiment en suivant certains programmes. Normalement, c'est des programmes universitaires, certains programmes collégiales où le conjoint peut accompagner. Donc, on comprend la frustration, mais c'est la loi qui est présentement en vigueur.
faut trouver un autre moyen pour faire venir son conjoint Tout à avec son fait. propre permis. Exact. C'est pas la... Peut-être le conjoint peut venir en permis de travail fermé, peut-être. Exact. Il y aurait peut-être d'autres options qu'on pourrait explorer. L'année prochaine, je dois aller à Montréal pour un congrès et y participer en tant qu'intervenante. Et j'assiste aux différentes interventions dans le public. À cette occasion, quel visa je dois prendre? Le visa visiteur ou le visa commercial? Merci à vous. Alors, vas-y, Daya. J'allais juste demander si on sait la durée de la visite. C'est pas précisé. Ok. Préciser en fonction de la durée. La durée et l'étendue de qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, à nous d'être en consultation pour qu'on puisse vraiment décortiquer jusqu'à quoi elle va aller, si on peut le dire de cette façon. D'accord. Donc la question suivante, c'est si un travailleur avec un permis de travail fermé est congédié, puis son permis de travail ouvert pour personnes vulnérables est expiré, est-ce qu'il y a encore le droit de rester sur le territoire parce que, hypothétiquement, son permis de travail fermé était encore valide pour 1 an? Alors, si le permis de travail fermé est encore valide, qu'il a eu un PTO vulnérable, mais qui est venu à échéance, il me semble qu'il est possible de demander ce qui reste du permis de demander la prolongation du PTO vulnérable en fonction de la durée restante du permis de travail fermé. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'il est possible de faire cela. Mais techniquement, oui, si on a un permis qui est valide, on peut rester ici, sauf que s'il a été congédié, ben, il ne peut pas travailler, il ne peut pas étudier. Donc, il faut trouver quelque chose d'autre pour rester sur place. D'accord. J'irai voir par rapport à la prolongation du PTO vulnérable, mais si ma mémoire ne me joue pas de tour, il est possible de faire cela. Donc, au pire, j'y reviens par après, dès que je trouve l'information. Je voudrais appliquer pour le permis de travail post-diplôme. Je voudrais appliquer. Okay. Ah oui. Mes enfants sont ici au Québec avec moi, avec chacun un permis d'études. Ma question est de savoir si dans le cadre de ma demande de PD, pardon, j'ai trop du mal avec les initiales, je dois leur faire une demande de permis d'études ou de fiche visiteur. Ça dépendrait de leur âge et où ils sont en train d'étudier. Mais normalement, s'ils ont des permis d'études, vous pouvez faire des prolongations de permis d'études à ce point-ci, simplement. Il nous manque des informations ici parce qu'une fiche visiteur pourrait être possible, mais on ne connaît pas leur âge ni leur niveau d'études. Et le pays de citoyenneté. Ah oui, Québec, j'imagine qu'ils veulent rester au Québec du coup. Leur citoyenneté, leur nationalité. Ah, oui, donc, ça va dépendre aussi s'ils viennent d'un pays qui nécessite d'un visa pour pouvoir venir au Canada ou pas, comme Dalia avait mentionné. Donc, c'est ça. Les deux cas sont possibles, mais encore à confirmer parce que l'âge, le niveau d'études et nationalité va nous donner une réponse plus claire et précise. D'accord. La question suivante. Avec le statut implicite, est-ce que je peux être tirée au PSTQ? Alors, si je peux revenir à la question de PTO, en effet, il est possible d'avoir un PTO vulnérable, uniquement une prolongation, disons, subséquent, si leur ancien permis de travail lié à un employeur est toujours valide. D'accord. Donc, ça serait... La personne il a écrit l'a entendu. Oui. Est-ce que, au pire, est-ce que je pourrais mettre le lien où j'ai trouvé l'information et te le faire parvenir? Si je le mets en chat privé, par exemple? Oui, bien sûr. Ça va nous envoyer. Alors, j'espère que c'est reçu. Tac, tac. Ok, super, c'est bon. Nickel. Alors,
Est-ce que tu pourrais répéter la question? Ouais, du coup, on était rendu, pardon, à la question. Avec le statut implicite, est-ce que je peux être tirée au PSTQ? Alors, est-ce que c'est un statut implicite? Donc, on attend une décision d'un nouveau permis. Est-ce que cette demande va aboutir? Si oui, il n'y a pas de souci. Ce que le MIFI va faire, c'est qu'il va vouloir s'assurer qu'on a toujours un statut valide. Donc, si par exemple, on reçoit une invitation et que la demande pour laquelle on attend une décision est refusée, ben, il va falloir agir très, très vite parce qu'il ne faut pas être sans statut. Il faut toujours maintenir un statut valide. Donc, si on est en statut implicite, ça ne pose pas de problème, mais il faut s'assurer d'avoir un autre statut valide par après. D'accord. Je voudrais savoir si le demandeur d'un permis de travail post-diplôme doit avoir une offre d'emploi dans un domaine précis avec que sa conjointe. Je voudrais savoir si le demandeur d'un permis de travail post-diplôme doit avoir une offre d'emploi dans un domaine précis pour que sa conjointe soit éligible à un permis de travail ouvert. Alors, je pense que je comprends d'où vient la question ici. En fait, c'est concernant plus le permis ouvert du conjoint. En effet, le conjoint qui demande le PTPD, lui, doit occuper un poste qui est admissible à donner à son conjoint ou l'époux ou l'épouse un permis de travail ouvert. Donc, ça va vraiment dépendre de son code CNP. C'est ça qui va déterminer si le conjoint au dossier qui accompagne avec le PTO aura accès ou est éligible à ce permis de travail ouvert. Donc, oui, ça doit être un domaine, un code CNP précis. Normalement, il y a un site en ligne qui vous donne tous les codes CNP, les niveaux, les domaines qui donnent accès au conjoint d'avoir un PTO. Je ne sais pas si on pourrait vous donner le lien. Super, merci. Donc, vous pourriez vérifier le code CNP en utilisant le lien envoyé. Et aussi, j'ajouterais à ça qu'il faut que le permis du titulaire du PTPD, il faut que son permis soit de minimum 16 mois. Donc, si on a fait une formation de 12 mois, techniquement, on aura un PTPD de 12 mois. Et à ce moment-là, ben, le conjoint, même si on a la bonne profession, le conjoint n'a pas le droit à un permis de travail ouvert. Donc, il y a la formation et la durée de notre permis. D'accord. Tac, tac, tac. Le petit lien et la prochaine question. J'ai eu un permis de travail valide jusqu'en 2026. Avec mon mari en permis ouvert, j'ai changé d'employeur et j'ai un permis valide jusqu'en 2028. Est-ce que je peux faire une prolongation du permis de mon mari? Mon code CNP est 1201. 1201. Alors, le 1201 n'est même pas dans la liste, vu que j'ai le lien devant moi. Donc, malheureusement, le conjoint n'a pas le droit à un permis de travail ouvert. Ah oui. Avec mon mari en permis ouvert. En plus, il était déjà en permis ouvert. Ouais. Donc, le mari doit avoir, lui, de son côté, s'il peut avoir un permis de travail fermé. Oui, c'est ça, son propre permis de travail. Ensuite, ma demande de résidence permanente dans le programme PICA a augmenté de 14 mois. Il me restait 2 mois pour avoir une réponse. Là, ils indiquent qu'il y a 5100 personnes avant moi. Je suis à la phase où nous vérifions l'admissibilité et les antécédents. Je voulais savoir si je suis concernée par ce changement. Oui, dans le fond, les délais de traitement, pour la plupart, il y a une mise à jour, se sont extrêmement prolongés. Et malheureusement, même si nous, notre demande, elle est déjà en cours, on est quand même affecté par les nouveaux délais. On nous demande ensuite, j'étais inscrite dans le bassin EIC pour cette année, je n'ai pas reçu d'email disant que mon profil avait été retiré du bassin, que les bassins sont désormais clos. Et sur mon compte IRCC, je n'ai pas de lettre d'expiration du profil ou de bassin fermé, contrairement à ce qu'il est indiqué sur pvtiste.net. Est-ce normal? Merci. C'est bizarre, puisque le bassin est bien fermé. Ouais. C'est bien écrit sur le site du Canada. C'est ça, c'est le site officiel, donc c'est fermé.
Cette personne-là en particulier, si elle veut, elle peut nous écrire en message privé sur Instagram. On regardera, ensemble, ce qu'elle voit pas et on lui montrera où regarder. Tac, tac, tac. J'ai perdu la question. C'était la 15, donc on est rendu à la 16. Mon conjoint peut-il faire une demande de résidence permanente comme demandeur principal alors que je suis encore aux études? Normalement, ça va dépendre du cas. Normalement, ça n'affecte pas si vous êtes aux études. D'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, mais le fait que Vu vous que êtes aux c'est le études, conjoint, non. si c'est le conjoint qui est au travail, normalement, ça ne poserait pas de problème. Oui, mon conjoint peut-il faire une demande de résidence permanente comme demandeur principal alors que j'ai... Très bien. Je suis au Canada, au Québec. Mon mari et mes enfants sont citoyens canadiens, mais pas moi. On m'a dit que le parrainage était fermé. Que dois-je faire? Alors, c'est qui le citoyen canadien? Ce sont les enfants qui sont citoyens canadiens. Ok, les enfants sont citoyens canadiens parce qu'ils sont nés ici ou parce qu'ils ont fait des démarches. J'imagine les enfants sont J'imagine. majeurs. Ok. Ben, à ce moment-là, en effet, parrainage parents, grands-parents, ce n'est pas possible en ce moment. Et juste pour vous donner une petite idée, là, les demandes qui sont en traitement, c'est des personnes qui ont été invitées, mais ce sont des personnes inscrites de 2020-2021. Ah oui, d'accord. Donc, je sais pas, mais je crois pas que ça va être prochainement ouvert pour année 2025. Et donc, il faudrait que cette personne-là voit si elle, par elle-même, elle est admissible dans le programme de résidence permanente. D'accord. J'ai obtenu ma RP en septembre 2023. Pour des raisons personnelles et familiales, j'ai dû quitter le Canada en septembre 2024. Est-ce qu'il est possible de perdre sa RP si je ne retourne pas au Canada avant les 5 ans de validité de la carte? Alors oui, c'est possible de ne pas pouvoir prolonger la carte RP si on n'a pas vécu au Canada dans les 5 ans de validité de la carte pendant 2 des 5 ans, donc l'équivalent de 730 jours. Donc si on n'est pas là physiquement pendant ce temps-là, on ne pourrait pas renouveler la carte. Et si on revient au Canada et que l'agent voit à votre entrée que il vous reste, par exemple, 2 mois qui restent de votre carte et que depuis l'obtention de la RP, vous n'avez jamais vécu au Canada et que vous ne compléterez pas vos 730 jours avant l'expiration de la carte, il pourrait même refuser votre entrée en tant que résident permanent. Donc, juste faites attention avec ça, mais on pourrait vous discuter avec vous de votre situation précise en consultation pour vraiment parler des détails, mais effectivement, c'est 2 ans sur 5 pour pouvoir prolonger la carte, sinon on risque de perdre le statut. Est-ce qu'il est possible de faire 2 permis de travail fermés successifs? 2 en même temps pour 2 entreprises différentes ou parce que des fois, et tu me corrigeras, Amanda, il y a la possibilité que 2 entreprises embauchent un candidat en faisant une demande d'IMT spécifique. Mais techniquement, un permis de travail fermé, c'est pour travailler à temps plein. Comme disons, on a entreprise A qui fait les démarches. Ben, entreprise B va dire la même chose et donc ça va pas fonctionner. Donc, ouais, ça va contredire en fait ce qui a été mis dans un des 2 dossiers. Exactement. Donc c'est possible, mais techniquement, il faut respecter les conditions des 2 permis qui vont être en vigueur. Donc, comme il y a des scénarios, c'est 2 entreprises qui partagent le même candidat, mais il y a déjà une entente, c'est une demande spécifique. Et si c'est 2 entreprises carrément différentes, rien à voir l'une avec l'autre, là, non, là, c'est compliqué d'argumenter ou de dire comment la personne va faire 60 heures par semaine parce que c'est minimum 30 heures. Donc, ça risque d'être compliqué. On peut, si je peux me permettre, on peut par exemple avoir
un permis de travail ouvert rattaché au conjoint et que là, il y a une entreprise qui veut nous faire un permis de travail fermé, donc il fait les démarches. À ce moment-là, on aurait deux permis de travail, mais un ouvert, l'autre fermé. Ça, c'est possible. Après, la question, c'est successif, donc je pense que la personne, elle va sûrement arriver à la fin d'un permis comme un OK, ben, concours, par ça exemple. oui, ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais. On a eu une petite précision sur la question de tout à l'heure et la personne qui va en congrès au Canada, si vous vous en Mhm, souvenez. Elle mhm. nous précise que le congrès va durer 5 jours et qu'elle reste pendant les vacances pendant 10 jours supplémentaires. Donc on est sur 15 jours. Mais c'est que 5 jours de 5 jours conférence. de conférence, oui. Elle va juste assister à une conférence. Elle sera dans le public, mais elle va les animer. C'est là où, à nouveau, il faudrait voir jusqu'à où elle va sa participation. Si elle vient juste assister dans le public, c'est comme un visiteur qui vient à un concert, il n'y a pas de souci, elle n'est pas impliquée. Mais si elle est impliquée, il faut voir jusqu'à où elle est impliquée. Donc il faudra creuser. Exact. Question numéro 20. J'ai déjà fait un permis jeune professionnel à Toronto et je suis actuellement en permis étudiant à Montréal. La situation fait que mon cursus n'est plus admissible au PDP. Ah là, PDD? j'arrive pas. Normalement, je ne peux plus faire de demande pour un PVT, mais j'ai entendu des personnes avoir un autre PVT grâce au swap. Est-ce que c'est une bonne solution? Oui, oui, c'est une option qu'on mentionne aux clients lorsqu'ils ont déjà bénéficié du PVT ou le JP via le programme EIC, donc il y a le swap. Mais c'est pas une garantie, là, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Donc ça reste quand même une option. C'est plus coûteux qu'un PVT normal via l'EIC aussi. Mais ça reste une option quand vraiment on n'a pas d'autre option ou que trouver un employeur est un peu compliqué pour avoir un permis fermé. Donc oui, le swap, ça reste une option. Bonjour mesdames, est-ce que l'âge de 56 ans met automatiquement le dossier entrée express en mode refusé? Non, Non. aucunement. C'est juste qu'on ne va pas avoir de points pour l'âge. Suite à l'atteinte des quotas pour le parrainage entre conjoints à Québec, que conseillez-vous? L'IRCC envoie toujours les accusés de réception et les permis de travail ouverts pour les conjoints? Oui. Oui. C'est vraiment bloqué au niveau provincial avec le CSQ, donc ils ont atteint leur quota. Les quotas n'ont pas encore recommencé, Dalia, n'est-ce pas? Non, ça serait juin 2026. Donc, vous ne recevrez pas une invitation à présenter un CSQ tant que ils ont des nouveaux quotas mis en place à partir de juin de cet été 2026. Mais la demande de parrainage, traité au fédéral, les PTOT, tout ça, ça fonctionne. Ça procède, les traitements procèdent. Super. La prochaine question, c'est combien coûte une consultation au cabinet Nadia Barou? Oula, je connais. Mais ça va dépendre des cas, ça va dépendre spécifiquement du cas du client, si on est au Canada, si on est à l'étranger. Oui. Ah oui. Donc, Dalia, mais il me semble que Julie, elle avait mis un petit lien. Ouais, je pense que j'ai vu un lien passer. Rabais. Ah oui, c'est ça. Informations et réductions sur les services du cabinet Nadia Barou. Donc, vous avez un petit lien partagé dans le chat. On a l'habitude de nous faire les consultations, donc le prix, ça m'échappe à chaque fois. Donc voilà, il y a juste à cliquer sur le petit lien. Ah bah, il vient d'être remis par Julie. Voilà, c'est ça. Bonjour, actuellement j'ai fini mes études et je suis en attente de mon permis de travail post-diplôme. Je suis établie au Québec en vue des changements de loi. Quelle serait la province la plus appropriée pour moi pour pouvoir obtenir ma résidence permanente, sachant que je suis francophone? Alors, là, elle a fini... Elle a fini ses études et elle attend de recevoir son permis de travail post-diplôme. OK. Alors, elle, en ce moment, elle est au Québec et elle se questionne pour les autres provinces. C'est bien ça?
Elle voudrait savoir, ouais, quelle est la province la plus appropriée pour obtenir la résidence permanente? Alors, faudrait voir si elle a de l'expérience de travail au Canada ou si on pourrait prendre celle à l'étranger. Mais je crois que ça serait plus intéressant de commencer à évaluer son profil pour l'entrée express. Pour l'entrée express, on n'est pas obligé de cibler une province en spécifique. Il y a moyen de sélectionner comme quoi on est ouvert à toutes les provinces. Comme ça, on se garde une certaine liberté au moment de déménager si on veut aller au Nouveau-Brunswick, Ontario, peu importe. Donc, voir son profil pour l'entrée express, si elle est admissible, si on a tout ce qu'il faut, un bon pointage, ben, ça serait très intéressant parce qu'il y a des rondes d'invitation spécifiques pour les francophones. Donc, moi, je commencerai plutôt mon analyse avec entrée express. Et ben, si on n'arrive pas à avoir un bon pointage, là, oui, on peut s'ouvrir sur les autres provinces, voir si on peut avoir un permis de travail, ben, elle aura un PTPD, une offre d'emploi d'un employeur désigné au Nouveau-Brunswick, par exemple, ou si elle peut avoir une offre d'emploi en Ontario ou une autre province. Des fois, il y a des petits programmes internes à chaque province où lorsqu'on a de l'expérience ou une offre d'emploi de la part d'un employeur de cette province, ben là, on peut rentrer dans l'équivalent de PSTQ, mais dans chaque province. Donc, D'accord. je commencerai avec l'entrée express. Ok. Je viens d'avoir mon CSQ et je demande ma RP. Est-ce que je pourrais demander un permis de travail ouvert à ma future femme? Sinon, comment faire pour la parrainer? Alors, Vas-y, Dalia. future femme, ça veut dire qu'on n'est Qui pas sont encore encore mariés. marié. Est-ce Conjointe qu'on est fait, peut-être? Ouais, c'est ça. Il faudrait voir c'est quoi son statut exactement, ou c'est quoi leur relation exactement. S'il y a aucunement de relation, ils sont pas conjoints de fait, ils sont pas mariés, il y a rien, ben il faut attendre qu'ils deviennent résidents permanents pour la parrainer. Et en tant que résident permanent pour parrainer quelqu'un, il faut être au Canada. Et sinon, s'ils sont déjà conjoints de fait, peut-être voir pourquoi il n'a pas ajouté madame déjà dans le processus de résidence permanente. Euh, Mm. donc, Ah oui, il aurait pu l'ajouter en faisant la demande de résidence permanente. Mhm. Et bien, si cette personne veut nous préciser quelque chose pour qu'on puisse répondre plus précisément, qu'elle n'hésite pas. Ensuite, on nous dit: «Bonjour, je suis déjà au Québec depuis 2 ans comme travailleur. Quel programme fédéral je peux faire pour avoir ma RP?» Question très générale. Donc, programme fédéral pour la résidence permanente. Donc, ça va vraiment dépendre de où vous voulez vous installer, au Québec, hors Québec. Si c'est au Québec, il faut toujours obtenir en premier un CSQ, le certificat de sélection du Québec. Si c'est hors Québec, ça serait vraiment normalement via le système Entrée Express ou des programmes offerts par des provinces différentes pour la résidence permanente. Donc, encore, chaque programme a des critères, des exigences différents. On n'a pas tous les détails de votre situation, mais il y a quand même des options de résidence permanente. Donc, ça va vraiment dépendre de vos souhaits, vos intérêts, votre intention. C'est vraiment ça l'important. OK. Ensuite, on nous demande: «Être licencié pour raison économique durant un arrêt maladie est-il une raison, pour demander un permis de travail en situation vulnérable? Je perds mon permis de travail fermé suite à cette situation et je me retrouve dans une situation très délicate du jour au lendemain.» malheureusement, les permis de travail ouverts vulnérables, c'est pour des personnes qui sont victimes de violence et violence sous différents aspects. Ça peut être physique, ça peut être l'intimidation. Donc, il faudrait, juste comme ça, j'ai pas l'impression qu'il soit victime de Raison violence. économique. Oui, il est victime d'une situation qui lui échappe, c'est hors de son contrôle, mais malheureusement, je vois pas ça comme une violence. Donc, j'aurais tendance à dire non, malheureusement, il doit voir d'autres options de permis de travail s'il veut continuer à travailler au Canada. Mmh. Combien de temps il aurait, pour trouver un autre permis?
techniquement, c'est comme un peu comme au tout début, le cas de figure d'une des personnes. Si le permis il est valide, techniquement, ils peuvent rester ici, sauf qu'ils sont bloqués. Ils peuvent pas travailler, ils peuvent pas étudier, à moins que ça soit une formation de moins de 6 mois, mais il est là comme touriste, disons. Donc, on n'a pas le choix de, si on est au Québec, si on n'est pas admissible à un PVT, jeune pro, soit, ben, à ce moment-là, peut-être chercher un autre employeur, refaire démarche EIMT, CAQ, permis de travail fermé. Mais pendant qu'on attend le permis de travail fermé, on peut faire un formulaire web où on demande à changer d'employeur pendant qu'on attend la décision du permis de travail. Et donc, dans la plupart des cas, IRCC va accepter à ce que la personne change d'employeur en attendant son nouveau permis. Mais il faut quand même avoir un nouveau EIMT, un nouveau CAQ. Ok. On a reçu plusieurs questions qui sont un peu quelles sont mes solutions pour partir ou pour rester, et des cas hyper précis. On essaie de prendre au maximum les questions qui sont plutôt générales. Donc, si vous avez des précisions spécifiques ou une analyse de vos meilleures options à vous seulement, on vous invite plutôt à prendre rendez-vous avec une consultation avec l'équipe de Nadia Barou, parce qu'on ne pourra pas faire du cas par cas pendant ce live. Je vais quand même lire la question juste avant. J'ai signé un contrat d'embauche en tant qu'infirmière en permis fermé. Mon mari est ingénieur dans la construction et fera un permis ouvert. Est-il nécessaire pour lui d'initier les démarches à l'Ordre des ingénieurs du Québec pour déposer sa demande de permis ouvert, ou cette démarche peut être faite a posteriori sans influencer sur l'obtention de son permis ouvert? La démarche auprès de l'ordre, c'est vraiment s'il souhaite exercer comme ingénieur ou s'il souhaite utiliser l'appellation d'ingénieur. Donc, c'est plus, c'est pas en lien avec la demande de permis de travail ouvert, parce que lui, il pourrait très bien arriver et juste travailler dans Pharmaprix, par exemple. Donc, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit auprès de l'ordre s'il occupe un poste de vendeur. Donc, ça dépend de qu'est-ce que lui, il a l'intention d'exercer une fois sur place. Donc, il peut se prendre d'avance s'il sait déjà qu'il veut exercer comme ingénieur. Et l'ordre va faire les équivalences, va voir s'il reconnaissent ou pas le diplôme et la suite des choses. Mais il peut aussi entreprendre les démarches une fois sur place. Ça n'a vraiment pas d'incidence sur la demande en tant que telle de permis de travail ouvert. D'accord. On nous demande ensuite, si mon conjoint obtient un permis de travail fermé, on nous précise en cours de EIMT, suis-je bien éligible au PTO avec mon, pareil, je vais pas réussir à lire, FER1, et mes enfants au permis d'études ou fiche visiteur? Nous sommes déjà au Québec, moi actuellement en permis fermé, et mon conjoint et mes enfants ont déjà également un statut, ils sont en permis de travail pour lui, et fiche visiteur pour mes enfants. Suis-je bien éligible au PTO avec mon FR? Alors, c'est pas son FER ou son code CNP qui compte, c'est vraiment le CNP du conjoint. Donc, ça va dépendre du poste qu'il occupera ou qu'il occupe pour savoir si elle est admissible au PTO conjoint. Et puis, oui, concernant la question pour les enfants, permis d'études, fiche visiteur, encore, corrige-moi si je me trompe, Dalia, mais les deux peuvent fonctionner, ça dépend de la nationalité, l'âge des enfants et leur niveau d'études. Dans le cadre de la demande de résidence permanente, si le demandeur principal et son conjoint résident dans des pays différents et que le conjoint se trouve dans un pays où il n'y a pas de statut légal, doit-il obligatoirement retourner dans son pays d'origine où il est en situation régulière, ou peut-il demeurer dans le pays où il est actuellement pendant la procédure? Ben, il faut peu importe où on est, il faut avoir un statut légal. Oui. Le fait de ne pas avoir de statut, ça fait mauvaise image. Le Canada n'aime pas ça. C'est très clair. Je vais pas réussir à le prononcer. Je suis en Abitibi.
Oui, puisque, voilà, oui, oui. oui, depuis 4 ans, j'ai fait une demande de PEQ, Oui, volet travailleur avec 3 700 heures de travail accumulées en amont de la demande, mais j'ai un refus de la part du MIFI. mes filles, oui. Que dois-je faire? Ben, c'est parce que pour le PEC travailleur, ça fonctionne pas en heures, ça fonctionne en années de travail. Ah oui, Donc, d'accord. c'est 2 ans de travail à temps plein post-qualifié. Et le fait qu'il y ait un refus, moi, je me suis prononcée sur la durée juste parce qu'il a expliqué en fonction d'heures, mais il Mmh. faudrait voir c'est quoi les motifs du refus. Est-ce qu'il peut refaire une demande via le PSTQ ou est-ce qu'il peut contester la demande ou est-ce qu'il doit carrément changer sa stratégie? Donc, il faudrait voir peut-être en consultation. D'accord. Si on a de l'expérience de travail canadienne, vaut-il mieux passer par le PEQ ou le PTSQ? Ben, le PSTQ est le seul qui est ouvert en ce moment. Le PEC est suspendu, volet travailleur et volet étudiant jusqu'à la fin novembre et on n'a pas encore de précision, de confirmation si ça va réouvrir ou pas. Donc, présentement, on n'a que le PSTQ. Donc là, ça va dépendre de votre pointage dans le bassin, si vous répondez aux exigences d'un des 4 volets. Mais entre les deux, présentement, le 28 octobre, il y a le PSTQ qui est possible. Mmh. Ma demande de réexamen peut-elle me permettre de demander un PTOT? Réexamen de... Je pense j'avais une question similaire, examen de CSQ tantôt. Je ne sais pas si c'est la Ah, même. si c'est la même question, ben, techniquement, non. Parce que PTOT, c'est uniquement lorsqu'on est rendu à l'étape de résidence permanente niveau fédéral, ce qui veut dire après l'obtention du CSQ. Donc là, il n'a même pas son CSQ, donc non. Ouais, OK. c'est ça. Lucille, c'est pas précisé dans cette question-ci. Non, elle est très courte. Si Ok. cette personne veut préciser, qu'elle n'hésite pas, peut-être on aura d'autres éléments Oui, à lui apporter. oui. Quelle est la situation de réunification familiale pour conjoints au Québec maintenant que le quota 2026 pardon, est atteint? Que se passera-t-il le 25 juin 2026 à la réouverture? Pouvons-nous démarrer le parrainage avec le fédéral d'ici là? Alors oui, comme j'avais confirmé tantôt, on peut quand même présenter nos demandes de parrainage, donc la demande fédérale. C'est juste que jusqu'au mois de juin 2026, vous ne recevrez pas d'invitation pour faire la demande de CSQ, qui est la demande provinciale. Donc, on peut présenter la demande de parrainage, c'est juste qu'au niveau provincial, ça n'avancera pas. Vous le recevrez plus tard, au courant de l'année prochaine. D'accord. J'ai fait une demande de PVT fin août et je sais que les rondes se sont terminées. Quand est-ce que commencent les prochaines et dois-je me réinscrire? Si oui, quand? Que serait-il possible de représenter le processus de demande pour un PVT? Oui, je ne sais pas si vous, à l'interne, vous avez un peu plus d'infos. Alors déjà, oui, les rondes sont terminées. Quand est-ce que tu dois te réinscrire? Si tu as déjà postulé, du coup, tu as déjà ton profil sur l'EIC. Donc, tu auras juste à refaire une demande pour rentrer dans le nouveau bassin de 2026 quand ils réouvriront et pour l'instant, la date, elle n'est pas sortie. Donc ce que tu peux faire, c'est t'inscrire sur, l'alerte SMS que nous, on propose gratuitement, que PVTiste a mis en ligne et donc on enverra un SMS, pour vous avertir lorsqu'on aura la date d'ouverture des bassins de 2026 et donc à ce moment-là, tu pourras de nouveau remplir, la demande en disant que c'est le PVT qui t'intéresse et de nouveau attendre, de recevoir une invitation et on vient de te mettre sur le live, le lien pour, t'inscrire à l'alerte SMS. Hem, J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Ensuite, on demande: «Bonjour, j'ai déjà effectué 2 visas étudiants, SEGEP, plus université, plus un post-diplôme que je compte faire un PVT avec une organisation reconnue pour la saison 2026. Est-ce que le fait d'avoir demandé beaucoup de visas peut être un frein
dans l'objectif d'obtenir ma demande de résidence permanente? Non. Non. Non, l'important, c'est juste d'avoir respecté les conditions de son séjour, mais non avoir présenté plusieurs demandes n'affectera rien. Non. Eh ben, du coup, bonne chance pour avoir un PVT en organisation reconnue. Bonjour, est-ce que je peux travailler au Québec dans un poste qualifié et ensuite faire une entrée express en Ontario pour y vivre? Alors, la première partie de la question, c'est est-ce que je peux? Travailler au Québec dans un poste Oui, qui est qualifié oui, et ensuite faire une entrée express, mais pour oui, l'Ontario. Ouais, oui, oui, c'est super. possible. Et ben voilà, une bonne nouvelle. Bonjour, j'ai mon PVT, ma copine ne l'a pas. Elle vient avec un visa de vacances le temps d'être tirée au sort pour avoir son PVT. Si au bout de 6 mois, elle n'a pas de place, elle repartira en France. Pourra-t-elle revenir en visa vacances si elle n'a pas son PVT? Mais là, les bassins sont fermés, donc je ne sais pas quand le profil a été déposé, mais elle pourrait rester en vacances pendant le temps autorisé, quitter le Canada et retourner en vacances si elle le souhaite. L'important, c'est que c'est un séjour temporaire et que ça dépasse pas les 6 mois ou jusqu'à la date fournie par l'agent à l'aéroport. Entre les deux visas de vacances, si elle en prend un deuxième, il y a un temps à respecter dans le pays d'origine ou pas? Ah là, elle parle de visa de visiteur, Oui, d'ailleurs. oui. Normalement, Ben, non, mais ça prend du temps pour l'obtenir quand même. c'est juste que des fois, c'est peut-être la façon dont on explique les choses qui est pas tout à fait adéquat. Parce que, par exemple, un Français n'a pas besoin de Ouais. visa. Il fait sa demande d'AVE, il arrive comme visiteur et il est autorisé à séjourner en tant que visiteur, mais il n'a pas de visa. Donc, peut-être la personne fait référence à son statut visiteur, s'il Oui, peut revenir en tant que visiteur. Alors, techniquement, du moment que la VE est valide, il peut revenir en tant que visiteur sans problème, mais l'agent, au point d'entrée, il fait toujours un contrôle. mm. Donc, si il voit elle a passé 6 mois au Canada et que là, elle est sortie 2 jours et elle revient, puis elle déclare qu'elle veut rester un autre 6 mois, l'agent, il va dire, OK, ça va faire 1 an, comme elle veut rester 1 an au Canada. Donc là, lui, il peut se poser des questions de est-ce qu'elle vient vraiment de façon temporaire ou est-ce qu'elle vient pour d'autres motifs? Donc, si elle n'est pas tirée au sort et qu'elle veut juste prolonger son séjour au Canada pour rester avec son conjoint, au lieu de faire un aller-retour, peut-être juste faire une demande en ligne de fiche visiteur rattachée au PVT du conjoint. Ça pourrait être une option. D'accord. Et sinon, je lis ça comme ça, si le titulaire du PVT occupe un emploi qui est admissible au PTO, à Oui, ce moment-là, peut-être la conjointe pourrait s'y rattacher. c'est vrai. Mais on reprécise, les bassins sont fermés, donc si elle n'a pas été tirée au sort, qu'elle a déjà fait la demande et qu'elle n'a pas été tirée au sort, il va falloir attendre décembre, janvier pour de nouveau repostuler et attendre d'être de nouveau tirée au sort, au cas où. Ensuite, on nous demande comment faire quand on étudie au Canada et que notre conjoint ne peut pas obtenir de permis de travail depuis les changements de 2024. Il y aurait d'autres options à explorer, donc peut-être le conjoint pourrait faire son propre permis de travail ou son propre permis d'études. Donc, il n'y a pas juste le PTO conjoint qui est possible, il y aurait peut-être d'autres options à explorer dans ce cas. Donc, ça va vraiment dépendre du poste que la personne souhaite occuper, ses intentions, études ou travail. Donc, ouais. Ok. Je suis au Québec, je viens du Cameroun et j'aimerais faire une entrée express, mais mon ancien employeur au Cameroun refuse de me signer l'attestation de travail. Est-ce qu'on peut justifier la profession par un autre moyen? Moi, j'aurais tendance à joindre, si on a un contrat initial, mettre le contrat, les fiches de salaire, toutes les preuves comme quoi il a bel et bien exercé au sein de cette entreprise. Peut-être faire un courriel euh, où il demande à l'employeur d'avoir une attestation de travail.
S'il n'a pas de réponse, ben, on fait une capture écran de ce courriel en expliquant à IRCC que on a fait tout ce qu'on pouvait pour avoir cette attestation, mais que malheureusement, on n'est pas en mesure de l'avoir, mais que voici le contrat, voici les fiches de paie, voici ce que j'ai exercé. Mais il faut au moins prouver qu'on est de bonne foi et qu'on a essayé d'avoir ce qui est requis. Ok. Est-ce qu'un demandeur d'asile peut bénéficier d'un permis fermé pour une résidence permanente? Alors, nous, on n'est pas... Vas-y, Ouais. Amanda. Ben, on n'est pas spécialisé dans les demandes d'asile, donc si tu veux compléter, Dalia. C'est ça, vu que tout ce qui est demandeur d'asile, c'est assez délicat. On veut pas trop se prononcer sur ça. On conseille plutôt aux demandeurs d'asile de demander des questions spécifiques à leurs avocats, à leurs consultants, juste pour s'assurer que la deuxième demande en parallèle n'aille pas affecter la demande d'asile en cours. C'est juste ça qu'on veut éviter. Donc, idéalement, la personne devrait demander la question à son avocat ou son consultant. D'accord. Je vous lis la deuxième question, mais je pense que c'est pareil, vous n'allez pas pouvoir... ça va être la même réponse. La personne précise, mon fils et moi sommes des demandeurs d'asile. Ça fait 2 mois que nous sommes sur le territoire, mais nous n'avons toujours pas reçu le permis de travail. Est-ce qu'il y a un moyen de connaître la raison de ce retard? Les délais d'IRCC, je sais Ouais. pas. C'est pas automatique, hein. Comme n'importe quelle autre demande, ils rentrent comme demandeurs d'asile, ils doivent déposer leurs intentions à faire une demande d'asile, mais il y a tout un processus. Et à nouveau, une demande d'asile, c'est très délicat et il y a du temps à respecter entre chaque étape. Donc, Ouais. il doit attendre la réception du permis de travail ouvert, chose qu'il va recevoir éventuellement. D'accord. Donc il faut attendre malheureusement. Bonjour, combien de temps dure aujourd'hui le traitement de la déclaration d'intérêt? Alors, la déclaration d'intérêt, lorsqu'on le dépose, il reste valide, donc ouvert dans le bassin pendant 1 an. Ben, là, je pense qu'on parle vraiment peut-être du temps avant de recevoir une invitation. Donc ça va vraiment dépendre de votre pointage. Évidemment, les prochaines rondes d'invitation du gouvernement, du MIFI, parce qu'on ne sait jamais quand on les recevra, ni non plus les exigences. Donc, je dirais toujours, le temps que vous êtes dans le bassin, ça reste très variable. Je finis mon certificat en décembre. Je veux demander un permis post-diplôme. J'aimerais rentrer à Noël en France entre-temps. Est-ce que je risque d'être refusée de rentrer de nouveau sur le territoire à mon retour, puisque j'aurai fini mes études et que je serai en statut implicite, et que la date de mon permis d'études se finit en mars 2026? Alors, la formation est finie quand? Alors, la formation... Elle a déjà fini normalement. Elle a déposé le PTPD, si j'ai Ok. bien compris. Je finis mon certificat en décembre. Ah, d'accord. Ok, en décembre. Parce que C'est mars. quand on fait la demande de permis de travail post-diplôme, si on est au Canada, idéalement, on veut un permis d'études qui est encore valide pour bénéficier du droit de travail. Quand c'est notre première demande de permis de travail post-diplôme, on peut voyager, revenir et quand même avoir le droit de travail. Donc, si elle dépose sa demande de PTPD avant de quitter, elle quitte pour les temps des fêtes, elle revient, elle peut travailler à temps plein. Ok. C'est vraiment l'exception. Parce que normalement, en statut implicite, techniquement, si on quitte et on revient, on perd notre statut de travail, de reprendre le travail. C'est particulier pour les titulaires de PTPD. Ouais. D'accord. Je suis française, je suis en permis jeune professionnel qui se termine fin janvier 2026 et j'ai déjà fait un gros stage international COP. Je souhaite rester au Québec et mon employeur actuel souhaite me garder à Montréal. Quelles sont mes possibilités? Que dois-je demander? Un permis de travail fermé, un permis ouvert ou la résidence permanente? Sachant que je vis avec un Canadien depuis 7 mois, je suis un petit peu perdue. Okay. Alors, OK. Donc, au Québec, après Jeune Pro, stage coop,
il y aurait potentiellement, on peut essayer d'avoir un deuxième PVT, un deuxième jeune pro en passant par les organisations reconnues, comme soit, on peut l'essayer, mais je dis bien essayer, c'est pas toujours gagné. Il y a beaucoup de Et monde. donc, vu que c'est compliqué, justement à cause qu'il y a plein de personnes qui l'essayent, il y a une liste auquel il faut s'inscrire et tout. L'autre option, c'est l'option classique, c'est permis de travail fermé avec EIMT-CAQ. Donc, l'employeur doit commencer par faire l'EIMT-CAQ. Et là, il est question de voir si on est dans le traitement simplifié, traitement régulier. Si c'est régulier, ben, il faut faire des affichages. Est-ce que le salaire est bon? Parce qu'à Montréal, on a des petites restrictions. Donc, il y a beaucoup de petits détails à déterminer avant même de se lancer sur la demande de IMT-CAQ. Idéalement, il faut avoir le IMT et CAQ déjà approuvé pour faire une demande de permis de travail fermé. Donc, vu qu'on est en novembre, il ne faudrait pas trop tarder non plus. Et juste pour que ça soit clair pour tout le monde, des démarches de résidence permanente ne vous accordent aucun statut. Donc, on n'a pas le choix, il faut passer via le permis de travail fermé pour cette personne-là. Mais en parallèle, elle peut commencer les démarches et explorer ses options pour la résidence permanente. Ça, c'est vraiment si elle souhaite rester au Québec. Parce que si on est ouvert à aller hors Québec, ben là, on a d'autres options. D'accord. J'ai obtenu un PVT et mon conjoint va faire une DEP au Québec à Gatineau. Nous sommes proches d'Ottawa. Pouvons-nous y résider et y travailler pour préparer une future entrée express? C'était quoi la situation? Peux-tu Elle a obtenu enfin, la personne a obtenu un Ouais. PVT Ouais. et son conjoint va faire un DEP au Québec, donc à Gatineau. Et comme ils sont proches d'Ottawa, ils voudraient savoir si ils peuvent y résider et y travailler quand même pour pouvoir préparer leur entrée express. Oui, oui, absolument. Il n'y a pas de restriction avec ça. Dans la demande de permis d'études de mon conjoint, on nous demande de remplir une déclaration officielle d'union de fait. Qui peut le signer? Seulement un notaire? Ça dépend, un commissaire. Ouais, c'est ça, c'est commissaire. Normalement, ça le dit sur le document, on doit cocher qui est la personne qui le signe. Donc, c'est avocat, notaire, commissaire à l'assermentation, un des trois. D'accord, donc bien regarder le papier. Nous sommes une famille de 2 adultes avec 2 enfants de 10 et 5 ans. Nous sommes en France. Mon mari a fait une demande d'intérêt via le PSTQ. Son code métier est le 22301. Qu'en est-il à l'heure actuelle des invitations? 22, donc on est volé 1. La dernière invitation, elle date du 28 août et le pointage était de 760. C'était uniquement pour les personnes qui résidaient déjà au Québec, qui étaient diplômées du Québec et qui avaient un pointage de 760 et quelques. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour les rondes d'invitation. Eh oui. Est-ce que la résidence permanente a une durée de validité? Vas-y. Le statut de résident permanent, normalement, ça dure 5 ans. La carte dure 5 ans, la carte de résidence permanente. Et pour pouvoir prolonger son statut ou avoir une nouvelle carte spécifiquement, il faut avoir vécu 2 ans sur 5 au Canada. D'accord. Donc ça se renouvelle. Oui, si on est éligible. Est-ce qu'il y a eu des changements récemment concernant le IMT pour les permis de travail au Québec? Est-ce que c'est plus difficile qu'il y a quelques mois? Je dirais que c'est plus difficile qu'il y a quelques années. Récemment, non. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus strict. Au moment de faire le IMT-CAQ, il faut vraiment s'assurer de tout ce qu'on déclare, de vraiment avoir des arguments forts. C'est plus strict, je dirais. Les exigences en général aussi. Avant, on pouvait occuper n'importe quel poste au salaire. Le salaire aussi n'était pas vraiment une question. Le salaire est un gros problème pour plusieurs
spécifiquement dans la région à Montréal et dans les villes qui sont proches. Donc oui, effectivement. Mais on s'attend à d'autres nouvelles peut-être. Peut-être ça va s'améliorer, on ne sait pas. On l'espère. Croise les doigts. Ouais. J'ai un permis fermé comme aide éducatrice. Est-ce que je peux étudier pour avoir la qualification en même temps? Faudrait faire un permis d'études. Mhm. Et là, ben, si on est au Québec, si on a un permis de travail fermé, avec EIMT-CAQ, ben, on a un CAQ pour travailler à temps plein. Les études, c'est pour étudier à temps plein. Donc, à nouveau, on a un petit enjeu. Et habituellement, le MIFI se questionne vraiment sur les intentions des personnes qui font ce genre de demande. D'accord. Est-ce que vous pouvez redonner les grandes étapes d'une demande de résidence permanente au Québec actuellement? Faut-il commencer par une déclaration d'intérêt sur Arima et ensuite que faire? Ouais, c'est la première étape. Donc, comme on l'avait dit, le PSTQ est le seul programme ouvert en ce moment au Québec pour pouvoir obtenir le CSQ, qui est le prérequis à la résidence permanente. Donc, on commence par le dépôt de la déclaration d'intérêt et on attend de recevoir une invitation du MIFI. Une fois que vous êtes invité, vous aurez un délai de 60 jours pour présenter la demande de CSQ. Par la suite, vous attendrez la décision qui pourrait prendre, disons, 6 mois environ, plus ou moins. Et une fois le CSQ obtenu, vous allez pouvoir présenter une demande de résidence permanente en tant que travailleur qualifié du Québec. Donc, voilà dans les grandes lignes les différentes étapes CSQ, résidence permanente au Québec. Super. Bonjour, est-ce que si mon mari est admis par un établissement d'études, nos enfants et moi avons le droit à un permis ou un visa? Est-ce que tu pourrais répéter, désolée? Pardon. Est-ce que si mon mari est admis par un établissement d'études, donc Oui. j'imagine un permis d'études, nos Oui. enfants et moi avons le droit à un permis ou un visa? C'est pas automatique, ça va dépendre de qu'est-ce qu'il étudie. Il y a, un peu comme pour les travailleurs, il y a des niveaux d'études spécifiques qui permettent aux conjoints d'accéder à un permis de travail ouvert. Donc, c'est quelques baccalauréats universitaires, sinon ça serait maîtrise et doctorat. Donc, si on n'est pas là, techniquement, le conjoint n'a pas le droit à un permis de travail ouvert. Les enfants, oui, eux, ils peuvent s'y rattacher avec une fiche visiteur ou un permis d'études, peu importe. Ça dépend de ce à quoi l'enfant est admissible. Et donc, le conjoint, ben, c'est à lui de voir si on lui fait aussi une demande de permis d'études, permis de travail fermé ou fiche visiteur dans les pires des cas. D'accord. Je suis à Montréal et j'ai terminé ma maîtrise. Mon PTPD est approuvé, mais je n'ai pas encore reçu le permis. Puis-je utiliser mon expérience de recherche pendant la maîtrise pour une entrée express? Dans un des 3 programmes, oui, ce serait vraiment le programme des travailleurs qualifiés où on peut compter les stages. Pour les 2 autres catégories de l'expérience canadienne et les métiers spécialisés, non. Donc, ça va dépendre de ça. De son poste, de l'expérience de travail. Parce que dans le programme des travailleurs qualifiés, il faut démontrer que vous avez de l'expérience de travail 1 an dans les 10 dernières années au Canada ou à l'étranger dans sa profession principale. Donc, il faudrait que cette expérience, ce stage, soit dans sa profession, son domaine principal. Quels codes CNP sont éligibles aux invitations pour les travailleurs qualifiés francophones pour l'entrée express? Moi, c'est le code CNO 21301. 21301. OK. Alors, pour l'entrée express, travailleurs qualifiés ou expérience canadienne, et même métier spécialisé, c'est des expériences, des codes CNP ou c'est des postes qualifiés. Donc, il faut voir si on est dans un code CNP, on regarde le deuxième chiffre. Le deuxième chiffre doit être 0, 1, 2 ou 3. Si on a 0, 1 ou 2 ou 3, à ce moment-là, on occupe un poste qui est qualifié. Techniquement,
on est admissible, mais il faut quand même répondre à tous les autres critères du programme et avoir un bon score. Donc, c'est pas juste la profession qui va faire en sorte qu'on reçoive une invitation. D'accord. Question 56. Comme vous l'avez fait pour le Québec, pouvez-vous nous donner les grandes étapes pour une demande d'entrée express? Alors, pour Entrée Express, la première étape, c'est très similaire au PSTQ, en fait. Pour Entrée Express, on dépose notre profil. C'est pas la déclaration d'intérêt, c'est votre profil. Ouais, c'est ça, c'est juste votre profil dans le bassin Entrée Express. C'est gratuit, comme l'est pour le PSTQ, spécifiquement le dépôt du profil. Et puis ensuite, on attend une invitation du gouvernement fédéral. Une fois invité, on a un délai pour déposer la demande de résidence permanente. Et après un certain nombre de temps de traitement, ça peut être 8 mois, 12 mois de traitement, on obtiendrait la décision de la demande de résidence permanente. Donc, si c'est approuvé, vous serez résident permanent du Canada. Donc, voilà les étapes. Je pense que j'ai nommé toutes les étapes pour Entrée Express. Oui. C'est très clair. Mon conjoint doit m'accompagner car il m'aidera à honorer mes frais de scolarité. Pourra-t-il bénéficier d'un permis de travail dans ce cas? Ça dépend du niveau d'études. Oui, mais si on se base juste sur le fait qu'il va l'accompagner parce qu'il va payer les frais de scolarité, c'est ça? Elle se base sur ça? Ou... Oui, je crois. Oui, c'est... Ouais, non, ouais, ça dépend du niveau. Je viens de finir ma maîtrise en administration publique au Québec. À Québec. Je suis admissible au permis de travail post-diplôme. Je voudrais savoir si ma femme, qui n'a pas de travail, qui a déjà un PTO valide jusqu'au 31 novembre 2025, doit prolonger son permis de travail ouvert sur ma demande de PTPD ou doit-elle faire de son côté? Ou doit-elle le faire de son côté? Alors, oui et non. Oui, parce que ça serait une possibilité, mais ça va dépendre de, je crois que c'est monsieur qui est l'étudiant admissible au PTPD. Oui. Donc, ça va dépendre de monsieur s'il occupe un poste qui permet à madame d'avoir un PTO. Donc, moi, à sa place, je fais ma demande de PTPD rapidement. Je commence à accumuler des fiches de paie, attestation de travail. Je vérifie avant tout si mon poste de travail permet à ma femme d'avoir un PTO. Si c'est pas le cas, ben, déjà là, on sait que c'est à elle de vérifier, voir comment elle peut prolonger son permis de travail. Mais si moi, j'occupe un code CNP qui est admissible, j'ai fait une maîtrise, donc je devrais avoir la totalité du PTPD, ben, je sais que ma femme pourrait se rattacher à mon permis. Ok. Est-ce que si on ne peut pas demander une attestation détaillée de travail à son employeur, on peut demander une attestation de travail simple avec une lettre d'explication définissant les fonctions, les responsabilités et en mentionnant l'email d'un collègue pour vérification au lieu de son manager? Si le manager il va signer une attestation simple, je vois pas pourquoi il va pas signer une attestation complète. Vaut mieux le demander du début. C'est ça. Parce qu'après, je crains juste que l'agent, tu sais, il va voir une attestation de travail, mais si les autres informations requises ne sont pas dessus, il va peut-être se demander, ben, ça vient d'où ces informations? Ça vient de qui? Donc, généralement, on préfère que toutes les informations soient sur un document avec la signature du superviseur, du supérieur. Et après, comme Dalia avait mentionné tantôt, s'il y a une raison particulière où vous n'êtes pas en communication avec l'employeur ou fournissez les preuves ou les efforts que vous avez fait pour avoir cette information et que ça démontre que ce n'est pas possible dans votre dossier. Je suis au Québec en tant que travailleur temporaire. J'ai soumis une déclaration d'intérêt via Entrée Express, puis j'ai été sélectionnée via le programme de l'expérience canadienne. Seulement, je suis toujours en emploi au Québec et mon permis fermé expire dans 2 ans. Est-ce que mon dossier pourrait passer pour la RP via Entrée Express? Oui, ça pose pas de problème le fait qu'on soit au Québec. On peut quand même aller de l'avant avec les démarches d'entrée express, sauf que
il faut démontrer qu'on a l'intention du moment qu'on devient résident permanent, de quitter le Québec. Donc, du moment qu'on devient résident permanent, tous les permis, ils s'annulent. Ils sont échus. Donc, quand cette personne-là va devenir résident permanent, elle ne sera pas rattachée à son employeur parce que, justement, son nouveau statut lui accorde la possibilité de travailler pour qui elle veut, partout où elle veut au Canada. Sauf que vu qu'on passe via l'entrée express, on déclare qu'on a l'intention de quitter le Québec. Donc, il faut quitter le Québec, notamment du moment qu'on devient résident permanent. D'accord. Et alors, ensuite, on a bonjour. De l'île de la Réunion, mes 2 enfants de moins de 20 ans devraient intégrer un cégep en 2026 pour 3 ans d'études. Puis-je quand même les intégrer à ma déclaration d'intérêt sur Arima? Merci. S'ils ont en bas de 22, oui. On peut les inclure. Ouais. D'accord. Bonjour, j'ai enregistré mes données sur Entrée Express, mais... Ah pardon, ça a sauté. J'ai enregistré mes données sur Entrée Express, mais je n'obtiens aucun score sur les rubriques renseignées. Que faire? Je me demande pourquoi. Normalement, il y a un pointage qui s'affiche ou un document qu'on reçoit au moins après le dépôt du profil. Donc, est-ce que le profil a été bien déposé? C'est ça? J'ai enregistré mes données sur... Ouais. Enregistré, c'est pas nécessairement déposé, donc peut-être juste vérifier si vous avez bien soumis le profil, parce que dès qu'on le soumet, on reçoit un document qui confirme notre pointage. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la calculatrice en ligne pour avoir un score approximatif, juste pour avoir une idée de votre classement dans le bassin pour l'instant. Ouais. Est-ce que je peux entamer des démarches pour Entrée Express avant même de commencer mon PVT? Peut-il y avoir une double intention? Cela ne pose pas de problème au moment de voir l'agent d'immigration à l'aéroport? Non, ça ne pose pas de problème. De toute façon, le fait de soumettre son profil dans le bassin de l'entrée express, c'est pas une demande formelle. Donc, il n'y a pas de document soumis ni quoi que ce soit. Donc, la personne, elle peut, oui, venir en PVT, acquérir de l'expérience et après 1 an d'expérience qualifiée au Canada, peut-être basculer au programme expérience canadienne au sein de l'entrée express. Donc, ça peut se faire de cette façon. S'il vous plaît, c'est quoi exactement une offre d'emploi valide si je veux avoir une offre d'emploi dans une région hors Québec pour me faciliter la résidence permanente? Je ne comprends pas vraiment la différence avec un emploi normal. En fait, la demande de validation d'offre d'emploi ou la demande d'offre d'emploi validée, c'est une démarche, une demande que l'employeur doit déposer. Donc, c'est pas simplement une offre d'emploi offerte aux travailleurs. L'employeur doit vraiment déposer la demande de validation d'offre d'emploi auprès du MIFI, le gouvernement provincial. Et puis, une fois approuvé, là, on va pouvoir l'ajouter à notre profil dans le bassin du PSTQ et ça va augmenter notre pointage, dépendamment si notre poste se trouve à Montréal ou dans les banlieues plus loin, en dehors de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, c'est vraiment une demande que l'employeur doit déposer. En tapant validation d'offre d'emploi en ligne, vous aurez le lien. Sinon, on pourrait vous l'envoyer. Puis, ça va vous expliquer tous les grandes lignes, les documents requis, le formulaire à remplir et les frais. Donc, ça pourrait être un lien que vous pouvez envoyer à votre employeur. Mais c'est uniquement pour le Québec. Parce que hors Québec, il n'y a pas d'offre d'emploi validée. Ok. Alors, j'ai peut-être quelque chose à ajouter. Parce que vu que tantôt, j'ai parlé d'offres d'emploi pour certains programmes hors Québec, juste pour préciser que dans les provinces, ou même, par exemple, le PICA, lui, il fonctionne avec une offre d'emploi. Mais il y a une procédure précise à effectuer, c'est toujours avec un employeur. Et dans le fond, une offre d'emploi où c'est une demande supplémentaire à faire, c'est comme si l'employeur
promet au gouvernement qu'il va vous garder votre poste de travail du moment que vous devenez résident permanent. Donc, c'est pas juste un permis de travail classique, c'est vraiment un petit plus pour la résidence permanente. Ok, c'est très clair. Nous sommes un couple nouvellement résident permanent via l'entrée express. Je suis la requérante principale, bilingue. Mon mari Mon mari accompagnant a un niveau B2 en anglais. Difficile de trouver un employeur sans être bilingue quand on est hors Québec. Est-il possible pour lui de travailler pour un employeur situé au Québec, par exemple Gatineau, et moi à Ottawa, domicilié à Ottawa, en attendant qu'il soit plus à l'aise avec l'anglais? Oui, moi, j'y vois pas d'inconvénient, surtout s'il est titulaire d'un permis de travail ouvert et que c'est lui qui accompagne. Je vois pas d'inconvénient. Oui, c'est ça. Lui, il a un permis ouvert. Ok. Si on a fait une demande de PSTQ, en attendant, peut-on en parallèle faire une demande d'entrée express? Mais ça va dépendre où vous étiez rendu dans la demande de PSTQ. Si c'était juste le dépôt de votre déclaration d'intérêt, vous pouvez en parallèle avoir la déclaration d'intérêt ou votre profil déposé dans Entrée Express. Mais au moment que vous êtes invité et que vous acceptez une invitation pour Québec ou hors Québec, là, il faut juste retirer le profil de l'autre portail. Donc, on ne peut pas procéder avec deux demandes de résidence permanente. Mais c'est ça, il faut choisir entre les deux, évidemment, éventuellement. D'accord. La question commence par un donc. Donc, absolument tous les DEC ne sont plus éligibles pour que le conjoint ait son permis de travail. Dans ce cas, l'entente Réunion Québec tombe à l'eau pour beaucoup de personnes. En effet, je sais pas quoi te La dire. question, c'était la première partie. Donc, est-ce que absolument tous les DEC ne sont plus éligibles pour que le conjoint ait son permis de travail? Et donc, du coup, oui. Oui, exactement. Et oui, ça tombe à l'eau pour beaucoup de personnes. Les enfants français ne sont pas automatiquement rattachés à une demande de renouvellement de permis? Les quoi? Est-ce que les enfants français ne sont-ils pas automatiquement rattachés à une demande de renouvellement de permis? J'imagine Non, que pas c'est le permis automatiquement. des parents, mais non. C'est pas automatique. Il faut quand même présenter leur demande de renouvellement, leur rattacher à la demande du parent, mais il faut quand même faire la demande, déposer, payer les frais. C'est pas automatique. Oui. Bonsoir mesdames. Concernant le PVT, est-ce que c'est obligatoire ou non de faire une démarche d'équivalence de ces diplômes? Pour les démarches du PVT, non, c'est aucunement obligatoire. Les équivalences sont obligatoires si après on veut faire l'entrée express ou si on a de la difficulté à trouver un employeur. Des fois, eux, ils demandent des équivalences, mais à nouveau pour le PVT, c'est aucunement nécessaire. Nous pensons venir 6 mois au Québec en tant que professeur invité dans une université. Nous avons 2 enfants qui seront au secondaire. Auront-ils besoin d'un CAQ pour l'inscription à l'école? Pour l'inscription, non. Ouais. Et ils sont français, n'est-ce pas? J'imagine, mais c'est pas précisé. OK. Si on a besoin d'un AVE pour se rendre au Canada, ben, on pourrait demander des fiches visiteurs. Si on veut pas prendre de risques depuis l'étranger, on peut faire des demandes de permis d'études, mais si on est au Québec, pour le CAQ avant tout. Eh ben, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin des... Ah non, on peut encore en poser pendant 5 minutes. Tac, tac, tac. Alors, il y a quelqu'un qui dit en motif de refus, suite à ma 3e demande de permis d'études, l'agent estime que les preuves financières sont insuffisantes pour garantir le financement du séjour.
Il considère que mon objectif n'est pas compatible avec un séjour temporaire et que mes perspectives d'emploi dans mon pays sont limitées. Il Oui. doute de mon retour à l'issue du séjour. En conséquence, la demande a été refusée. Quels conseils pourriez-vous me donner? Mais c'est que dans tes demandes de résidence temporaire, l'agent va analyser le contexte socio-politique du pays d'origine. Et en effet, si on est originaire d'un pays où la situation est un peu compliquée, précaire, pour trouver des emplois et tout ça, ben, l'agent, il va le prendre en compte. Hmm. Parce qu'il va se dire, ben, peut-être la personne fait une demande de permis d'études pour venir au Canada juste pour rester et donc il va pas nécessairement retourner dans son pays d'origine. Donc, c'est question de voir la situation de la personne, son pays d'origine et juste prendre en compte tous les refus reçus et essayer de voir si on a des documents qu'on peut apporter en plus pour venir contester la perception de l'agent. Donc, il faut vraiment le convaincre que non, non, on a au-delà de ce qui est requis par rapport au fonds. J'ai un garant, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai des propriétés, j'ai ma famille qui m'attend, j'ai des biens dans mon pays, j'ai des obligations qui me poussent à revenir. Donc, il faut creuser pour contester chaque point. D'accord. Et on a une précision, pardon, la question juste avant que je vous ai posée sur quand les permis des parents sont renouvelés, est-ce que Oui. ceux des enfants doivent changer? Donc la personne précise, hem, donc ils sont bien français. Est-ce que les enfants français doivent faire une demande de visa d'études quand les parents ont un permis renouvelé, du coup? À nouveau, c'est pas automatique. Donc oui, il faut faire des demandes aux enfants, mais étant français, si on est primaire ou secondaire, on peut se permettre de demander une fiche visiteur. Si on est fin secondaire, donc secondaire 4-5, j'aurais peut-être tendance à faire un permis d'études pour prévoir le coût et avoir un statut implicite lorsque l'enfant va passer du secondaire au niveau collégial. Donc, faut analyser la situation. D'accord. Bonjour, je suis en PVT et ma conjointe vient d'obtenir son permis post-diplôme pour 3 ans. Quelle meilleure démarche pour que je reste aussi au Québec à la fin, heu, de mon PVT? Ça Ouais, ça dépend. Après, est-ce qu'on connaît le type de poste que la conjointe occupe en PTPD? Parce que si c'est un poste qui admet monsieur à avoir le PTO conjoint ou d'époux, là, il pourrait prolonger son permis de travail pour un autre permis ouvert conjoint lié au PTPD de la conjointe. Sinon, il pourrait faire un permis de travail fermé avec un employeur au Québec. C'est vraiment ça. Permis d'études. OK. C'est ça. La dernière question à laquelle on va pouvoir répondre. Bonjour, je suis diplômée aide-soignante. Est-ce que c'est toujours possible de migrer avec ce diplôme au Québec, en famille? Alors, c'est trop vaste pour répondre. Diplôme aide-soignante. C'est parce qu'il faut. Je sais qu'il y avait une entente que ben, le gouvernement avait mis en place un programme pour motiver les aides-soignants, les préposés bénéficiaires. Il faudrait voir si ce programme existe encore. Mais sinon, il faut juste se rattacher aux autres démarches d'immigration classiques. Permis Mmh. d'études, permis de travail, trouver un employeur ou directement avec la voie de la résidence permanente. L'histoire du programme du gouvernement, c'était notamment à cause de la COVID. Donc, Ah oui, donc ça. je suis pas certaine que ça soit encore d'actualité. Et encore là, c'était des personnes qui venaient faire une petite formation, puis ensuite ils intégraient directement le marché du travail. Donc, voilà. Donc on arrive à la fin de notre 1h30 de questions-réponses. Je vous remercie. Je vous souhaite, une bonne, soirée du coup pour vous qui n'êtes pas au Canada et puis, on se retrouve sûrement, très vite pour un autre live. Super. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir.